Dans cette présentation, je voudrais partager un certain nombre de commentaires sur l'école de la planification, une école qui est à juste titre très largement critiquée dans le livre de Mintzberg, mais qui a quand même, dans la vraie vie, fortement influencé la façon dont les entreprises élaborent leur stratégie. Ce qui caractérise le paradigme de l'école de la planification, c'est la vision mécaniste des organisations et des entreprises. Alors, quand on fait de l'histoire, il faut toujours éviter les anachronismes et se replonger dans le contexte. C'est à partir des années 60-70 que se développe l'informatique, et donc on développe des capacités de calcul qui étaient jusqu'alors inconnues, qui permettent de modéliser, qui permettent d'anticiper, et c'est assez naturellement que cette vision mécaniste se développe, puisque les technologies nous donnent accès à une compréhension mécaniste des choses. Et par ailleurs, à l'époque, l'environnement des entreprises, l'environnement économique reste assez prévisible. C'est une époque où la demande est inférieure à l'offre, donc les problématiques de concurrence sont faibles. La mondialisation est encore faible, donc le progrès technologique s'accélère, mais il est très loin des vitesses que nous connaissons aujourd'hui. Donc on vivait dans un environnement qui, sans être stable, restait globalement prévisible. Et donc là aussi, l'idée qu'on puisse anticiper, prévoir et planifier très précisément, dans les moindres détails, l'action pour les années à venir n'est pas complètement absurde. Ceci étant dit, ce paradigme s'effondre dans un environnement hyper concurrentiel tel que le nôtre. En effet, plusieurs facteurs font qu'aujourd'hui la concurrence est extrêmement intense, que les avantages concurrentiels ne sont pas durables parce que tout change en permanence et les agressions concurrentielles sont multiples. Pourquoi? Parce que la dérégulation favorise la convergence des industries depuis les années 80, parce que l'ouverture des frontières, la globalisation, la hausse du niveau des pays émergents fait que la concurrence vient de partout, et parce que le changement technologique est tellement rapide qu'on ne peut pas baser un avantage concurrentiel durable sur l'exploitation d'une technologie. Donc les entreprises sont prises dans un contexte où il faut se réinventer en permanence. Dans cet environnement-là qui devient largement imprévisible, il est bien évident que la logique de la planification stratégique, ses outils, sa volonté de précision robotique, mécaniste, n'a plus beaucoup de sens. Cependant, la mécanique de la planification stratégique, cette imbrication très précise entre des objectifs, des plans d'action, des plans budgétaires, a fortement influencé la façon dont les entreprises pensent leur planification stratégique, en particulier des entreprises qui sont déjà existantes, déjà prospères, et qui sont larges avec plusieurs unités d'affaires, comme on va le voir dans les minutes qui viennent. Donc là encore, évitons de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même un certain nombre de choses à comprendre et à garder de cette école. Je vais vous présenter deux exemples de plans stratégiques d'organisation publique. Alors, pourquoi public? Parce qu'il est rare qu'on puisse avoir accès à des documents des entreprises privées qui les gardent jalousement, puisque c'est censé bâtir leur avantage concurrentiel, donc autant le garder caché. Les entreprises publiques, elles, sont obligées de le présenter aux citoyens. Donc, dans le premier cas, qui est la Société de l'assurance automobile du Québec, on voit bien l'espèce d'articulation très précise, très mécaniste, qui part d'un certain nombre d'enjeux qui sont identifiés dans l'analyse de l'environnement, et qui découlent un certain nombre d'orientations stratégiques qui sont là pour répondre aux enjeux, et les orientations elles-mêmes donnent lieu à des axes d'action, des objectifs spécifiques sur chacun des axes, avec des indicateurs et des cibles. Dans certains travaux de planification, là j'en ai pas trouvé, mais j'en ai vu plusieurs dans ma carrière, on va même jusqu'à prévoir les grandes actions qui vont être mises en œuvre dans chacun des axes. Donc on voit cette espèce de logique très hiérarchique qui va jusqu'au détail des choses et qui fixe des objectifs chiffrés pour chacune des orientations stratégiques. Même logique dans le cas de la Régie des rentes du Québec, c'est présenté différemment, mais là aussi on voit des orientations stratégiques, des axes stratégiques d'intervention ou d'action, des objectifs qui y sont associés avec des indicateurs et des cibles. Donc cette espèce d'articulation très hiérarchique, elle est directement héritée de l'école de la planification stratégique.
Et cette structure-là, elle est très courante dans les grandes entreprises ou les PME. Donc on le voit, l'école de la planification stratégique, en tout cas une partie de cette approche, a fortement influencé la façon dont on élabore une stratégie aujourd'hui. Et évidemment, on comprend bien la limite très opérationnelle de cette logique, puisqu'on se fixe des objectifs à long terme, on définit des orientations, on définit des plans d'action, mais on est dans un environnement hyper concurrentiel, et donc c'est bien dans la rencontre entre cette anticipation précise de l'action avec des objectifs très très précis, et puis la réalité des changements qui vont s'opérer dans le temps, c'est cette rencontre qui fait craquer l'efficacité de cette approche de planification stratégique. Il y a aussi un lien très clair, très fréquent dans les entreprises entre planification budgétaire et planification stratégique. Ce schéma résume comment ça fonctionne. De manière générale, une planification budgétaire, c'est effectuée par chacune des unités d'affaires pour se fixer des objectifs annuels et demander les ressources qui sont nécessaires pour l'atteinte de ces objectifs. Donc les ressources, c'est un certain nombre de ressources humaines, donc j'ai besoin de tant de personnes pour réaliser tel objectif, puis les objectifs d'investissement, les coûts de fonctionnement, dans le but d'atteindre les objectifs que chaque unité d'affaires se fixe. Donc comment ça se passe? Chaque année, donc, une unité d'affaires va définir son budget prévisionnel et va demander un certain nombre de ressources pour atteindre des objectifs qu'elle se fixe. Au départ, ce travail-là se fait dans l'unité d'affaires. Ça commence généralement au milieu de l'année pour l'année suivante. Donc en juin, juillet, les unités d'affaires commencent à y penser et se disent l'année prochaine, nous, compte tenu de notre situation actuelle, compte tenu de notre environnement, voilà les objectifs qu'on se donne et les besoins de ressources qu'on a. Ça remonte auprès de la personne qui est chargée de collecter l'ensemble de tout ça. On va appeler le responsable de la planification stratégique, ça peut avoir plusieurs noms. Et lui, ce qu'il va faire, il va agréger les objectifs et les ressources. Ce qui veut dire que, par exemple, on va avoir un objectif de chiffre d'affaires. Donc, toutes les unités d'affaires qui sont tournées vers la vente vont se donner des objectifs de vente. Si vous additionnez les objectifs de toutes ces unités d'affaires, vous avez l'objectif global que les équipes pensent pouvoir atteindre. L'équipe de direction reçoit cette information, se réunit dans une activité de planification stratégique. Généralement, c'est un séminaire, ça dure plusieurs jours, c'est animé par des consultants externes, il y a des intervenants extérieurs. Bref, l'équipe de direction se réunit et reçoit les demandes des budgets prévisionnels et les objectifs des budgets prévisionnels des différentes équipes. Et là, ils statuent. Et ils vont fixer les objectifs que, comme équipe de direction, ils jugent nécessaires pour l'année suivante. L'équipe de direction, elle a des inputs que les équipes n'ont pas. Les actionnaires, les concurrents et toutes sortes d'objectifs qu'ils peuvent avoir, eux, compte tenu de la vision qu'ils ont de l'évolution du métier et de l'entreprise. Donc, ils vont fixer des objectifs qu'ils vont détailler et qui vont redescendre. Et en face de ces objectifs, donc ils vont fixer des objectifs pour chacune des unités d'affaires, et ils vont allouer un certain nombre de ressources humaines, financières, techniques à chacune des unités d'affaires pour leur permettre d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Ça permettra aux unités d'affaires d'élaborer leur budget final pour l'année suivante et de, tout le long de l'année suivante, s'assurer qu'ils sont ou non dans les clous. Donc vous voyez ce mécanisme de va-et-vient, c'est un mécanisme très classique dans les entreprises. Dans certains cas, dans des entreprises très directives, la remontée d'informations n'a pas lieu et on part directement depuis les objectifs que vise l'équipe de direction. L'insistance sur les objectifs est un des apports de l'école de la planification. Aujourd'hui, toute entreprise ou toute organisation fonctionne par objectif, aussi bien au niveau stratégique, avec des objectifs à long terme, que pour orienter les opérations quotidiennes, mensuelles, trimestrielles, que pour évaluer la performance des individus ou des équipes. Et donc, l'objectif est un outil aussi de gestion des ressources humaines. Donc, les objectifs sont partout dans les organisations. Et il faut bien comprendre que fixer un objectif n'est pas neutre. En effet, l'action va se focaliser sur l'objectif, va être orientée dans le sens de l'objectif
en particulier si l'objectif a un impact sur l'évaluation individuelle et la rémunération individuelle. Ça veut dire que quand on fixe un objectif, il faut s'attendre à ce que l'organisation travaille dans ce sens-là. Donc il ne faut pas se tromper sur l'objectif. Il ne faut pas se tromper sur l'indicateur lui-même, ni sur la cible qui est liée à l'indicateur. Définir le bon indicateur peut paraître évident, mais en fait ça ne l'est pas. Vous avez là un exemple qui est tiré du livre de Collins, From Good to Great, dans lequel on voit différents types d'indicateurs qui peuvent être fixés pour un magasin, un distributeur. Et on voit que ça varie beaucoup entre le profit par pied carré, le profit par rayon, le profit par employé, le profit par visite de client, le profit par client, le profit par produit. On peut fixer différents types d'indicateurs. Ces indicateurs-là sont pertinents dans certains cadres stratégiques. Par exemple, le profit par pied carré, il est pertinent pour un modèle de grande distribution dans lequel on a peu de marge, on fait beaucoup de volume et on a beaucoup de surface. Donc évidemment, ce qui devient intéressant, c'est le profit qu'on peut faire par pied carré. Mais si votre stratégie, c'est de vous organiser, c'est de vous positionner avec une force de vente qui est compétente, qui est reconnue, avec des clients qui sont en fait attachés à la compétence de vos employés. Vous avez d'ailleurs beaucoup d'employés sur le plancher pour accueillir les clients. Dans ce cas-là, l'objectif de profit par employé est plus pertinent. Donc il ne faut pas se tromper sur l'indicateur lui-même, et il ne faut pas se tromper non plus sur la cible, c'est-à-dire quel est le niveau d'objectif qu'on va fixer sur chacun des indicateurs. On vous dit souvent que pour être motivant, un indicateur doit être accessible, donc il faut pas qu'il soit inaccessible, dans ce cas-là les gens se démotivent. En même temps, si votre indicateur est trop facile à obtenir, vous allez obtenir des effets de démotivation. Et assez fréquemment, dans des forces de vente, quand les forces de vente atteignent l'objectif de vente qui leur est fixé, le gestionnaire se trouve assez dépourvu, parce que c'est difficile de rajouter des objectifs supplémentaires, et en même temps, il ne va pas pouvoir récompenser les efforts supplémentaires fait par ceux qui vont dépasser les objectifs. Donc, que ce soit par leur nature ou que ce soit par la cible, il ne faut pas se tromper sur les objectifs que l'on donne. Autre contribution de l'école de la planification, l'approche par scénario, qui est un moyen de penser la stratégie dans un environnement imprévisible, puisque l'idée c'est d'envisager plusieurs évolutions possibles, et au moment où on va prendre une décision stratégique, de se demander quel est le scénario le plus probable. Penser par scénario, c'est aussi un moyen de garder une réflexion stratégique ouverte et de ne pas fermer trop vite les portes du possible, et donc d'avoir une réflexion stratégique qui est très riche, qui peut bifurquer, qui est capable d'intégrer les ruptures, d'intégrer les renversements de tendance. Intéressons-nous à présent à un certain nombre de limites opérationnelles de l'école de la planification. C'est un processus qui, dans certains cas, est tellement lourd et complexe, qui nécessite beaucoup de temps, il faut beaucoup d'informations, traiter beaucoup d'informations, qu'au moment où on en rend les résultats, l'environnement a changé et donc il faudrait théoriquement recommencer, ou bien on n'a pas intégré une variable qui a eu le temps de changer entre-temps. Donc cette longueur et cette complexité n'aident pas à avoir un diagnostic qui est très réactif, en particulier dans un environnement hyper concurrentiel. Deuxième limite, le processus de planification budgétaire focus la création de valeur sur les objectifs financiers. Et on sait qu'il y a beaucoup d'autres types de création de valeur, parlons de satisfaction du client, d'effet d'image, de réputation, etc., etc. Donc, parce qu'on fixe des objectifs essentiellement quantitatifs pour qu'ils soient mesurables, on va évidemment donner beaucoup d'importance à tout ce qui est monétaire, d'autant qu'on va faire un lien avec la planification budgétaire. Et ça pose un problème, en particulier en termes d'innovation. Parce que quand vous décidez d'un projet innovant, vous ne savez pas comment le marché va réagir, vous ne savez pas quels sont les coûts réels, puisqu'il n'existe pas encore ce projet. Donc vous faites des estimations, mais tout ça c'est des estimations. Et donc quand vous décidez, quand le décideur a arbitré
entre deux projets, entre un projet qui est la perpétuation de l'existant et un projet qui est un projet d'innovation et qu'il le regarde du point de vue du retour sur l'investissement financier, il va avoir tendance à privilégier le projet existant ou qui est dans un environnement très connu dont on peut mesurer le retour sur l'investissement. Et donc évidemment, ça nuit à des projets qui peuvent être des projets de rupture, des projets très innovants qui projetteraient l'entreprise sur de nouveaux marchés avec des produits complètement nouveaux parce qu'on n'est pas capable d'en évaluer le retour sur l'investissement. Autre limite, c'est un processus qui est très souvent déconnecté de l'expérience terrain. Tout se fait en haut. On peut collecter de l'information, la faire remonter, mais en tout cas c'est traité par l'équipe de direction avant de redescendre. Et cette séparation entre l'expérience terrain qui est vécue par les employés de l'entreprise et les prises de décision de la direction, ça peut créer un frein à l'appropriation du projet stratégique et générer un certain nombre de résistances au changement. Et pour caricaturer, on entendrait des phrases du type « Oh mais ça ils l'ont décidé là-haut, ça c'est bien les chefs qui ont décidé, ils sont avec leurs objectifs, mais dans la vraie vie ça peut pas fonctionner, etc. etc. » Donc cette distinction, cette séparation entre la décision et l'expérience est un frein majeur à l'appropriation et à la mobilisation des équipes dans le projet stratégique. Pour finir, je vais vous raconter une histoire vraie qui montre les limites de la planification stratégique et comment on peut les dépasser. Donc l'histoire se passe dans les années, à la fin des années 80, au début des années 90, au moment où Monsieur Godard prend la direction de Rhône-Poulenc Agro, entreprise qui est en perte de vitesse et qu'il faut relancer. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen pour relancer cette entreprise que de se lancer dans une innovation extrêmement importante, dans une stratégie vraiment de transformation de l'entreprise qui va nécessiter de remettre en cause les fondements même de ses modes de fonctionnement. Annuellement, dans cette entreprise-là, comme dans la plupart des grands groupes, il y a un séminaire budgétaire dans lequel les équipes viennent présenter leur projet anticipé pour l'année suivante. Ils présentent ça à la direction et la direction choisit. Premier séminaire budgétaire auquel il doit assister, les équipes ont donc préparé leur budget, s'apprêtent à présenter leur budget à l'équipe de direction et lui annule le séminaire devant tout le monde. Il dit bon ben on fera pas l'exercice de planification budgétaire. Je ne veux pas qu'on travaille à l'amélioration de ce qu'on fait déjà, je ne veux pas qu'on reproduise ce qu'on fait déjà, je veux qu'on se réinvente. Donc on va arrêter de faire de la planification budgétaire pendant 18 mois et on va faire de la vraie stratégie. Donc on va se poser des questions sur les fondements réels de notre avantage concurrentiel, sur les évolutions de notre environnement, sur les besoins de nos clients, sur nos atouts, sur nos forces, sur nos faiblesses, sur nos limites. Et pendant 18 mois, on va faire de la stratégie. Et dans 18 mois, on réenclenchera un nouveau processus budgétaire sur ces nouvelles bases. Mais entre-temps, on oublie le processus budgétaire. Je vous laisse imaginer l'état de sidération, le désemparement des gestionnaires pour qui le processus budgétaire était à la fois un rituel, un effet statutaire, hein, puisque eux pouvaient faire le processus budgétaire, c'était lié à leur statut de gestionnaire, et puis un effet de rassurance, c'était un processus cyclique bien connu, où ils étaient capables d'imaginer le futur en l'extrapolant à partir de l'année précédente. Ils se retrouvaient là jetés dans un environnement totalement nouveau, avec une volonté de tout changer, qui était extrêmement déstabilisante. Et le choix de cette approche-là, évidemment, avait pour objectif aussi de déstabiliser les troupes, de les sortir de leur zone de confort pour les amener à penser à la stratégie. Et pendant 18 mois, il a travaillé dans des séminaires, dans des comités avec ces gestionnaires-là pour réinventer l'entreprise et ce fut un grand succès. Donc, on peut se sauver d'une approche de planification stratégique qui est trop rigoureuse. En même temps, rappelons qu'une fois qu'il a fixé ses nouvelles orientations stratégiques, il a quand même remis en place un processus de planification budgétaire avec des mécanismes, ceci dit, de remontée d'informations, de mise en place d'une stratégie qui était beaucoup plus émergente. Donc, évitons de tout jeter dans l'approche de la planification stratégique. Retenons que le fait de fonctionner par budget, de donner des objectifs, d'essayer d'avoir une hiérarchie des différentes planifications, des différents plans, a quand même un immense intérêt qui est d'aligner une organisation sur des objectifs communs. Et quand on est en phase
de fonctionnement à peu près connu, c'est quand même un mécanisme très puissant. Évidemment, la grande limite, c'est dès qu'on veut introduire de la perturbation, dès qu'on veut introduire du changement, dès qu'on veut introduire de l'innovation. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions, je vous invite à les partager sur le forum qui est dédié à l'école de la planification stratégique.